Crise sans précédent dans la monarchie britannique. Harry et Meghan au cœur d'un scandale explosif dévoilé par la princesse Anne. Ce qui semblait être une matinée ordinaire à Windsor s'est rapidement transformé en l'un des épisodes les plus dramatiques de l'histoire récente de la monarchie britannique. Alors que les journaux britanniques et les chaînes de télévision ne parlent que de cela, une rare interview de la princesse Anne, accordée au National, a déclenché une onde de choc. Selon des révélations désormais rendues publiques, le prince Harry et Meghan Markle auraient été arrêtés dans le cadre d'une enquête liée à un présumé chantage impliquant des documents royaux hautement confidentiels. Ce scandale, d'une ampleur inédite, menace non seulement la réputation de la monarchie, mais pourrait également redéfinir les relations au sein de la famille royale. Alors que le roi Charles III, la princesse Anne et le prince William sortent enfin de leur silence, les révélations sont bouleversantes, douloureuses et potentiellement destructrices pour l'institution royale telle que nous la connaissons. Tout a commencé discrètement, sans déclaration officielle ni incident visible. Aux premières lueurs d'un jeudi matin brumeux à Windsor, une assistante royale de rang inférieur, réputée pour son sérieux et sa discrétion, a remarqué un message inhabituel sur un système interne rarement utilisé. L'alerte provenait d'un appareil bloqué depuis plus de 2 ans et portait la mention « Flagged Archive Access Request ». Un détail que beaucoup auraient ignoré, mais que cette jeune femme, formée aux subtilités des systèmes de communication royaux, a su reconnaître comme un signal d'alarme. Moins d'1 heure plus tard, l'information parvenait à la princesse Anne. Avant même que l'horloge ne sonne midi, la fille unique de la reine Élisabeth II avait découvert les prémices d'une affaire potentiellement dévastatrice. Ce que la princesse Anne mit au jour dépassait l'entendement. Des fichiers confidentiels, des courriels dissimulés, des enregistrements audio et des notes privées avaient été extraits des archives royales les plus sécurisées. Certains éléments semblaient remonter à des réunions de crise tenues après la mort d'Élisabeth II. D'autres portaient sur des membres actuels de la famille, y compris le roi Charles III, la reine Camilla et même des correspondances personnelles du prince Philippe. Plutôt que de s'en remettre aux équipes techniques du palais, la princesse Anne prit la décision audacieuse d'engager une société indépendante de cybersécurité. Leurs investigations révélèrent des liens directs entre plusieurs courriels et des comptes numériques associés au prince Harry. Le ton des messages était sans ambiguïté. Ils céderont quand ce sera rendu public. Ou encore, le dossier contient tout. Le contenu des échanges et la stratégie apparente indiquaient que ces informations n'étaient pas seulement collectées au hasard. Un plan semblait en place. Obtenir quelque chose de la famille royale par la menace de révéler des secrets soigneusement enfouis. Certains documents incluaient des vidéos internes, des lettres jamais destinées au public, et même des déclarations sensibles non publiées. Le tout formait une bombe médiatique à retardement. À mesure que l'enquête progressait, le doute ne pouvait plus subsister. Il ne s'agissait plus d'un simple conflit familial. C'était une attaque en règle contre l'institution royale venue de l'intérieur. Pour la princesse Anne, la douleur était immense. Elle avait vu Harry grandir, s'était tenue à ses côtés à plusieurs reprises, mais ce qu'elle découvrait était trop clair pour être ignoré. Lorsqu'elle présenta l'épreuve au roi, Charles, l'atmosphère fut lourde de tristesse et de tension. Le souverain, encore meurtri par la perte de sa mère, dut affronter l'idée que son propre fils, et sa belle-fille autrefois accueillie avec bienveillance, auraient pu trahir la couronne. Le prince William, quant à lui, ne put masquer sa colère. Depuis des années, il s'interrogeait sur la nature exacte du départ de son frère et de Meghan. Ce qui avait semblé être une rupture émotionnelle se révélait désormais comme une opération soigneusement orchestrée. 2 jours plus tard, une réunion à huis clos fut organisée au château de Balmoral. Seul le roi, la princesse Anne, le prince William et quelques hauts responsables de la sécurité étaient de présents. Là furent examinées toutes les preuves accumulées, vidéos de caméras internes, témoignages, enregistrements vocaux extraits de comptes cloud cachés. Les informations étaient accablantes. Certains documents concernaient directement la défunte reine Élisabeth II, d'autres portaient sur les crises internes et les dissensions passées. Des lettres manuscrites, des notes de réunions privées et des confidences enregistrées de moments cruciaux menaçaient de tout faire exploser. Pire encore, une rumeur persistante affirmait que Harry aurait exigé des excuses officielles de la part du palais concernant le traitement de Meghan. Faute de cela, les documents seraient divulgués. Lorsque l'excuse n'est jamais venue, de premières fuites ont commencé à apparaître dans les médias. Alors que la famille royale optait pour la discrétion, une procédure judiciaire fut discrètement lancée auprès du Crown Prosecution Service. Au moment de leur retour d'un événement caritatif au Canada, Meghan et Harry furent interceptés sur le tarmac de Heathrow par des agents en civil. Sans grande agitation, ils furent escortés pour être interrogés. Dès le lendemain matin, la presse mondiale s'enflammait. Harry et Meghan arrêtés dans une affaire d'espionnage royal. Les hashtags se multipliaient sur les réseaux sociaux.
Les spéculations fusaient et les experts en monarchie défilaient sur les plateaux télévisés. L'affaire dépassait de loin les querelles médiatiques habituelles. Ce n'était plus une guerre d'ego ou une bataille pour l'image. C'était un séisme institutionnel. La confiance fragile qui unissait encore les membres de la famille royale volait en éclats sous les yeux d'un monde abasourdi. En apparence, tout semblait normal. Le roi Charles souriait à Vienne lors d'une exposition. William et Catherine riaient avec des écoliers et la princesse Anne s'occupait de ses chevaux à Balmoral. Mais derrière ces images soigneusement maîtrisées, c'est une famille au bord de l'implosion qui tentait de sauver les apparences. La trahison semblait totale. Le roi oscillait entre chagrin paternel et devoir royal. William, furieux, peinait à contenir son ressentiment. Et Anne, la silencieuse sentinelle de la monarchie, apparaissait désormais comme la figure centrale de cette affaire, celle qui avait refusé de détourner les yeux. Quant à Meghan, elle semble incarner pour beaucoup la figure de l'ambition démesurée, peut-être prête à franchir toutes les lignes rouges. Les accusations sont lourdes, les conséquences incalculables. À première vue, tout semblait calme, ordonné, presque immuable entre les murs du palais royal. Les scènes diffusées dans les médias étaient soigneusement orchestrées, calculées pour transmettre une image de paix et de stabilité. Pourtant, derrière les rideaux de velours et les couloirs feutrés, un climat de tension silencieuse gagnait du terrain. Les membres du personnel de haut rang ne parlaient le plus librement. Les regards remplacèrent les mots, les gestes brefs devinrent leur nouveau langage. Les réunions raccourcirent. Les décisions importantes furent désormais prises à huis clos ou échangées par messages codés. La cause de cette nervosité généralisée n'était jamais clairement nommée. Mais dans l'air flottait une évidence, quelque chose de grave se tramait. Depuis plus de 3 ans déjà, le départ fracassant du prince Harry et de Meghan Markle avait ébranlé l'institution royale dans ses fondements. Ce n'était pas une simple prise de distance, mais une rupture nette, volontaire et audacieuse. Le couple avait quitté le Royaume-Uni, s'était installé de l'autre côté de l'Atlantique, avait réclamé plus de liberté, tout en souhaitant conserver ses titres royaux, une combinaison sans précédent. Au début, on crut à une quête d'intimité. Puis, les premières interviews vinrent jeter une lumière crue sur ce qui semblait désormais une opération de communication mûrement réfléchie. Accusations de traitement inéquitable, de racisme, de froideur institutionnelle, bien que les noms ne fussent pas cités, peu avaient de besoin d'un dessin pour deviner les cibles implicites. Rapidement, les révélations se multiplièrent à travers des projets médiatiques d'envergure, une série documentaire sur Netflix, un podcast sur Spotify, puis l'autobiographie explosive de Harry. À chaque nouvelle parution, un voile était levé sur les coulisses d'une monarchie perçue comme rigide et insensible. Le message était clair, le couple voulait reconfigurer la manière dont le monde voyait la famille royale britannique. Pour eux, ils étaient les victimes incomprises d'un système dépassé et fermé. Face à cette offensive médiatique, Buckingham Palace adopta d'abord sa stratégie habituelle, le silence. Mais cette fois, cela ne fonctionna pas. Chaque image ensoleillée de Montecito, chaque nouvelle déclaration de Meghan ou de Harry ajoutait de l'huile sur le feu. L'opinion publique se divisa. Si, aux États-Unis, beaucoup prirent des faits et causes pour les Sussex, la perception au Royaume-Uni fut bien différente. Même au sein de la famille royale, les avis divergeaient. La princesse Anne, toujours fidèle à sa discrétion et à son sens du devoir, observa ces développements avec une suspicion croissante. Selon elle, les affaires privées devaient se régler loin des caméras. Lors de son propre divorce, elle avait fait preuve d'une réserve exemplaire. Elle ne supportait ni les drames émotionnels, ni le rôle de victime. Dès les premières déclarations de son neveu, elle eut l'intuition que quelque chose clochait. Ce n'était pas seulement la voix d'un homme blessé, mais le fruit d'une stratégie mûrie. Alors, elle resta aux aguets, observant sans relâche. Car elle savait que, malgré ses apparences solides, la monarchie britannique était bien plus fragile qu'on ne l'imaginait. Elle avait survécu aux guerres, aux divorces royaux, aux abdications, mais jamais à une attaque aussi frontale venue de l'intérieur. 2 membres de la famille s'étaient servis de leur position, de leur vécu intime, pour redessiner le récit royal à l'échelle mondiale. Même le roi Charles III, pourtant réputé pour sa sagesse et sa capacité à voir au-delà des crises, semblait déboussolé. Il voulait croire que son fils n'irait pas trop loin. Il espérait, malgré tout, que les liens familiaux résisteraient. Il se trompait. Malgré les apparences paisibles, quelque chose commençait à se fissurer dans l'ombre. Les gestes du quotidien royal, les rideaux tirés chaque matin, le thé servi avec élégance, les corgis flânant dans les couloirs, masquaient une inquiétude sourde. Le cœur du problème se trouvait dans un lieu rarement évoqué, les archives royales. Ce n'était pas un simple dépôt de documents, mais un sanctuaire, gardé comme un coffre-fort de secrets d'État. Or, récemment, un incident étrange avait éveillé les soupçons. Une tentative d'accès à un terminal inutilisé depuis la mort de la reine Élisabeth. Peu après,
Une demande anormale pour un ancien document effectué à l'aide d'identifiants expirés fut signalée. D'abord perçue comme un bug informatique, cette anomalie se révéla être la première alerte d'un problème beaucoup plus vaste. La princesse Anne, une des rares figures royales à ne jamais s'être laissée distraire par les apparences ou la mode médiatique, s'en rendit rapidement compte. Grâce à sa rigueur, héritée de sa formation militaire et de son expérience dans le monde caritatif, elle remarqua ce que d'autres ignoraient. Des changements inhabituels dans les plannings, des anomalies dans les accès numériques, une curiosité soudaine pour des documents confidentiels. Elle prit les choses en main sans passer par des intermédiaires, se rendit directement auprès des responsables des archives. C'est alors que le château de cartes s'écroula. Tout commença avec une lettre ancienne, écrite par le prince Philippe à la reine. Le contenu n'avait rien de compromettant, un mot tendre après un voyage officiel. Mais l'origine de la tentative d'accès était bien plus alarmante. Un réseau informatique connu pour être utilisé par des espions et des hackers. Plus inquiétant encore, d'autres documents sensibles avaient été visés. Des enregistrements audio, des notes manuscrites, des plans de sécurité liés à des événements majeurs comme le jubilé de la reine ou ses funérailles. Anne décida d'agir seule. Elle engagea en secret une équipe d'experts en cybersécurité. Leur enquête révéla des choses stupéfiantes. Plusieurs comptes e-mail avaient été échangés avec les systèmes du palais depuis des mois. L'un d'eux était rattaché à un consultant en communication basé à Montecito. Un autre avait appartenu à un ancien assistant de Meghan. Le plus choquant fut la trace d'un appareil utilisé lors des intrusions. Un téléphone anciennement attribué au prince Harry, à l'époque où il exerçait encore des fonctions officielles. Pendant que ces découvertes se précisaient, le palais continuait à projeter une image impeccable. Le roi Charles inaugurait un vignoble éco-responsable. William prononçait un discours poignant à Manchester. Kate fascinait les médias avec ses tenues. Mais Anne savait que tout cela n'était qu'un décor. Les preuves qu'elle détenait étaient accablantes. Quelqu'un de l'intérieur, quelqu'un qui avait partagé les repas, les fêtes, les souvenirs, trahissait la couronne. Elle ne cria pas. Elle ne paniqua pas. Elle exigea que les enregistrements audio soient livrés sans délai, fit imprimer tous les journaux de sécurité numérique et remit elle-même le tout au roi. Le vernis venait de craquer, le calme était terminé, l'orage venait d'éclater. Dans ces palais anciens, les secrets semblent plus lourds que partout ailleurs. Les murs ne se contentent pas de résonner des pas, ils captent les murmures. Après cette révélation, l'atmosphère changea brutalement. Les discussions se firent brèves, prudentes, les échanges informels cessèrent. Les informations ne circulaient plus comme des rumeurs, mais fuyaient, lentement, comme l'eau à travers une fissure. Puis, un murmure glaça les couloirs. « Tu as entendu ? Ils ont coupé les serveurs des archives. » C'était le signe qu'un point de non-retour venait d'être franchi. La fermeture des serveurs provoqua un séisme discret mais profond. Un petit groupe d'experts s'était toujours occupé de ces données ultra confidentielles, protégées selon les plus hauts standards. Leur mise hors ligne ne fut accompagnée d'aucune explication officielle. Juste un silence pesant. Peu après, des figures familières commencèrent à disparaître. Un jeune assistant proche du roi fut discrètement affecté ailleurs. Une attachée de presse prit un congé non justifié. Et les journalistes les mieux informés commencèrent à flairer l'imminence d'un scandale. Mais cette fois, aucun indice ne filtre. Dans la monarchie, les rumeurs sont comme une monnaie d'échange. Or, quand plus personne ne parle, le danger est imminent. Un matin, un reporter vit un conseiller royal traverser la cour, serrant un dossier scellé. Le bureau d'une princesse annula tous ses rendez-vous pour 3 jours. Même le prince William renonça à une vidéo caritative, invoquant un problème d'agenda. Un fait étrange se produisit. Les équipes de ménage, qui venaient normalement le vendredi, arrivèrent un mercredi. Leur attitude sérieuse, presque militaire, ne passa pas inaperçue. Quelque chose de grave venait de commencer. Et rien, plus rien, ne serait jamais comme avant. Sans convoquer de réunion officielle ni alerter le personnel de sécurité, la princesse Anne prit une décision capitale. Mener elle-même une enquête discrète sur une activité numérique suspecte, au cœur même du système royal. Pour ce faire, elle ne fit appel qu'à une seule personne, Elizabeth Vaughan, une technicienne chevronnée et discrète, responsable depuis plus de 16 ans de la gestion des systèmes informatiques du palais. Connue pour sa loyauté, sa rigueur et son silence à toute épreuve, Elizabeth fut conviée à une rencontre loin des regards. Le lieu choisi n'était pas une salle luxueuse, mais une pièce oubliée, nichée sous la bibliothèque du palais, autrefois utilisée pour préserver des documents sensibles durant la guerre. Les murs portaient encore les marques de vieux capteurs de température. Sans aucune caméra de surveillance dans cet espace, la rencontre demeura invisible. Un lanceur d'alerte confirma plus tard que cette réunion avait bien eu lieu et qu'elle était tout sauf banale. Une fois la porte fermée, Anne entra dans le vif du sujet.
Elle voulait savoir ce que d'autres essayèrent de dissimuler. Elisabeth, sans poser de questions, étala sur une table métallique une série de documents imprimés. 3 mois de relevés numériques mettant en lumière une activité très inhabituelle. Un compte utilisateur mystérieux avait été activé peu après le décès de la reine Elisabeth II. Ce compte utilisait une ancienne faille du système. Une fonction réservée jadis aux plus hauts responsables et censée avoir été désactivée depuis des années. Un ancien accès, nommé Concert Access 2017, n'avait jamais été complètement supprimé, permettant une intrusion silencieuse dans des fichiers ultra confidentiels. Il n'y eut ni téléchargement massif ni signes apparents de piratage. L'individu avait sélectionné méthodiquement certains documents très précis. Une note personnelle du prince Philippe concernant une rencontre avec des dirigeants du Commonwealth, une lettre manuscrite de la reine sur les débuts du prince Charles en tant qu'héritier et les transcriptions de réunions autour du divorce de la princesse Diana. Ces documents étaient d'une portée historique mais surtout émotionnelle et leur divulgation aurait pu être catastrophique. Ce qui troubla profondément la princesse Anne fut le timing de ces accès, juste avant l'interview de Meghan Markle dans Variety et peu avant l'apparition médiatique de Harry aux États-Unis. Lorsqu'elle demanda à Elisabeth s'il était possible d'en retrouver la source, cette dernière remit une enveloppe scellée contenant une clé USB cryptée. Son contenu ne laissa plus de place au doute. Les empreintes numériques menaient directement à un réseau privé basé à Montecito, en Californie. Anne resta un instant silencieuse, contemplant l'enveloppe posée sur la table. Puis, avec gravité, elle ordonna à Elisabeth de garder le secret. Et pendant 2 jours, ce secret fut bien gardé. Durant ce court délai, la princesse dressa une liste de toutes les personnes ayant accédé aux archives royales durant les 2 dernières années. Après croisement avec les registres de voyage, elle réduisit la liste à 3 suspects. 2 avaient quitté la monarchie, mais le 3e était encore indirectement lié. Un expert numérique, autrefois chargé de la sécurisation des archives numériques royales, aujourd'hui consultant indépendant en Amérique du Nord. Une vérification express des contrats passés avec cet homme révéla un détail frappant. Une facture émise par Archewell Media, la société médiatique fondée par Harry et Meghan, portant la mention « soutien archivistique numérique ». Ce n'était plus une hypothèse. Un lien concret était établi entre l'infraction numérique et Montecito, voire le couple Sussex lui-même. Aucune information ne fuita vers la presse, ni vers d'autres membres de la famille royale. Un sommet secret fut convoqué, non pas à Windsor ou Sandringham, mais dans les pièces oubliées de Clarence House, ancienne résidence de la reine-mère. Y participaient uniquement le roi Charles, le prince William et la princesse Anne. Pendant plus d'1 heure et demie, Anne exposa en détail les découvertes faites avec Elisabeth. Le roi écouta, sans un mot, tandis que William arpentait la pièce, bras croisés, visiblement nerveux. À la fin, Anne déclara sans ambages qu'il y avait eu effraction, que les preuves étaient solides et que la menace venait de l'intérieur. Un silence pesant s'ensuivit. William fut le premier à parler, rappelant qu'il avait averti que cela ne faisait que commencer. Le roi, partagé entre douleur et détermination, demanda ce qu'il fallait faire. Anne répondit calmement mais fermement. Il fallait agir, avec prudence, mais sans tarder. À l'extérieur, rien ne transparaissait. Pourtant, entre les murs de Clarence House, une décision lourde de conséquences venait d'être prise. De retour au palais, l'ambiance changea radicalement. Les conversations s'interrompirent. Plus de murmures ou de rumeurs, juste un silence tendu. La famille royale avait survécu à des scandales, infidélités, divorces, départs fracassants. Mais cette affaire était d'un tout autre ordre. Elle ne portait pas seulement sur des actes individuels, mais sur une trahison numérique, un vol d'informations sensibles depuis le cœur même de l'institution. Au départ, les anomalies informatiques avaient été perçues comme des erreurs mineures. Un compte inactif depuis 2 ans avait été utilisé pour se connecter. Pas de piratage apparent, pas de dommages visibles. Mais les cyber-experts mandatés remarquèrent de vite que tout était trop parfait. Les fichiers consultés l'étaient à des heures très précises, l'un après l'autre, presque comme si un script avait été suivi. Ce qui glaça le sang d'Anne fut la nature des documents ciblés. Lettres privées entre membres de la famille royale, courriels personnels, brouillons de discours jamais prononcés, rapports émotionnels sur la mort de Diana, messages confidentiels de la reine à ses petits-enfants, discussions internes sur l'intégration de Meghan Markle. Il ne s'agissait pas de curiosité ou d'erreur. Quelqu'un savait exactement où chercher. Une entreprise de cybersécurité privée, payée en espèces et tenue au secret absolu, fut engagée. En 3 jours, elle établit que l'intrusion venait de l'extérieur du palais. L'auteur avait pris le contrôle à distance d'un ancien ordinateur encore actif, autrefois utilisé à Kensington Palace. Pensant être à l'abri, le pirate avait utilisé des VPN, des réseaux publics et de fausses sociétés basées au Canada, aux États-Unis et ailleurs. Mais même le hacker le plus habile laisse une trace. Un léger bug durant une connexion révéla brièvement une adresse IP.
menant à une résidence privée à Montecito, celle-là même des Sussex. Le roi, prudent, refusa toute action hâtive. Il exigeait des preuves indiscutables, pas des soupçons. La princesse Anne, elle, exigea la totalité des courriels liés à l'incident. Ce qu'elle découvrit la laissa stupéfaite. Les messages n'étaient pas anodins, le ton était froid, stratégique, parfois menaçant. L'un parlait d'un protocole de la reine à ne diffuser qu'en cas d'urgence. Un autre évoquait un appel décisif avec New York. Les métadonnées révélèrent que certains messages avaient été envoyés depuis un réseau canadien, d'autres depuis un ordinateur utilisé lors des Jeux Invictus. Un message en particulier affirmait que, si la situation tournait mal, tous les documents seraient diffusés à la presse en 24 heures. L'adresse liée à ce compte était, une fois de plus, reliée à Montecito. Le rapport final affirma que certains documents relevaient du Official Secrets Act, une loi britannique interdisant strictement la diffusion d'informations sensibles. On était bien au-delà d'un scandale familial. La princesse Anne, imperturbable, rangea les preuves dans un dossier rouge et les porta elle-même à son frère, le roi Charles. La réunion dura des heures. Le roi, affaibli récemment par des problèmes de santé, semblait bouleversé. Il demanda à 3 reprises si les preuves étaient solides. À chaque fois, la réponse fut la même, oui. Enfin, dans un murmure presque inaudible, il déclara « c'est lui ». Dans une atmosphère tendue, le silence pesait lourd sur la pièce, puis d'une voix à peine audible, il ajouta « et Meghan ». Aucun mot de plus, juste ce nom, chargé de signification. La princesse déposa alors un second dossier sur la table. Celui-ci était plus mince que le précédent, mais tout aussi compromettant. À l'intérieur, des courriels liés à une agence de relations publiques située à Beverly Hills, connue pour avoir collaboré avec Meghan Markle après son retrait des fonctions royales. Ces messages n'admettaient pas directement une faute, mais laissaient entrevoir une parfaite connaissance de la situation. L'un d'eux affirmait « Nous avons les docs », suggérant que tout avait été conservé comme moyen de pression. Un autre avertissait que si la couronne osait bouger, ils étaient assez prêts à réagir. Mais le message le plus troublant faisait référence à un document intitulé « La lettre finale de Cheese », que beaucoup croient être la dernière lettre privée de la reine Élisabeth II. Un document que personne, en dehors de la famille royale, n'était censé savoir existant. Ce simple nom glaça l'Assemblée. L'implication était sans équivoque. Il ne s'agissait plus d'histoires de célébrités ou de contrats médiatiques. Quelqu'un jouait une partie bien plus dangereuse, une guerre d'influence pour contrôler l'image même de la monarchie. Conscient de la gravité de la situation, le roi Charles III décida de ne pas convoquer le Conseil royal au complet. Il préféra réunir seulement les personnes en qui il avait une confiance absolue, sa sœur, la princesse Anne, et son fils aîné, le prince William. Désormais, l'avenir de la famille royale reposait entre les mains de ces 3 figures clés. Face aux courriels imprimés, William demeura silencieux pendant près de 10 minutes. Il ne lâcha pas les feuilles, les tenant si fermement que leurs bords s'entrouvèrent de froisser. Son regard était fixé, sans ciller. Puis il leva lentement les yeux et demanda à voix basse « Jusqu'où cela est-il allé ?» La réponse fut rapide mais inquiétante, personne ne connaissait tous les détails. Cependant, il était déjà évident que des copies avaient été faites. Ce n'était pas une simple violation de vie privée, c'était une tentative de chantage et de domination psychologique. Ce que dit William ensuite allait se répandre comme une traînée de poudre à travers les couloirs de Buckingham chuchotés par des employés qui ne l'avaient jamais entendu parler avec une telle gravité. Il demanda que la peur cesse, car la trahison n'avait pas seulement été numérique, elle était aussi émotionnelle, et ses effets s'étendaient déjà comme un incendie incontrôlable. Plus tard dans la matinée, une nouvelle vague de révélations secoua le palais. Alors qu'une enquête discrète était déjà en cours, William avait donné son soutien complet à la démarche. Le roi Charles, longtemps hésitant, dut finalement reconnaître l'évidence. Une personne proche de la famille royale avait retourné sa loyauté. Mais qui et pourquoi ? Ce n'était pas un simple différend personnel, c'était une menace directe à l'institution monarchique. Même les systèmes internes avaient été affectés. Dès lors, un changement de climat s'opéra au palais. Ce qui n'était au départ qu'une série de soupçons se transforma en une urgence organisée. Les décisions furent prises avec rigueur. L'équipe médiatique fut réduite aux seuls collaborateurs de confiance. La sécurité numérique renforcée à tous les niveaux et l'accès en ligne aux fichiers royaux suspendus dans l'ensemble des départements. Mais malgré ces mesures, le prochain coup tomba rapidement. À exactement 10h34, un courriel atterrit dans la boîte de réception personnelle de Sir Nigel Thornberry, le secrétaire juridique de la couronne. L'expéditeur était masqué derrière plusieurs couches de serveurs cryptés. L'équipe de cybersécurité, dirigée par la princesse Anne, parvint à retracer l'origine du message jusqu'à un serveur déjà identifié lors d'investigations précédentes. Le courriel, au sujet sobre, avertissement final, ne comportait que 2 paragraphes. Sir Nigel, connu pour son sérieux et sa rigueur légale, l'ouvrit sans attendre. En carrière, il avait examiné des milliers de documents sensibles.
Plaintes, litiges, crise juridique. Mais rien ne l'avait préparé à ce qu'il allait lire. Le message était brutal, il exigeait que la famille royale change immédiatement de position, faute de quoi des documents classifiés seraient rendus publics dans l'heure. Aucun préambule, aucune formule de politesse, juste cette menace et une pièce jointe. Un fichier intitulé « Key Emergency Check 97 ». Sir Nigel ouvrit le fichier et se figea. Il s'agissait d'une page numérisée, frappée du sceau personnel de la reine, marquée comme hautement confidentiel. Un document que seule la souveraine devait lire. Une mention rouge indiquait qu'il provenait de l'archive la plus sécurisée de la monarchie, celle créée après une faille en 2003 à laquelle la princesse Anne elle-même avait contribué. Le contenu était troublant. Il concernait la princesse Diana après sa mort. Il révélait l'existence d'un plan secret visant à gérer l'opinion publique en cas de soupçons ou de questions dérangeantes. Le document détaillait des stratégies vagues, des directives médiatiques, des formulations prudentes permettant aux membres de la famille royale de se distancier si les médias creusaient trop. Ce fichier avait été caché pendant des décennies, dans le cœur numérique le plus confidentiel du palais. Et voilà qu'il était utilisé comme une arme. Sir Nigel n'hésita pas une seconde, il l'imprima et courut au bureau du roi. Quand Charles vit le document, son teint devint livide. Il tendit la page à sa sœur qui venait d'entrer. D'un ton posé, Anne déclara « C'est le bon ». Le roi demanda comment un tel fichier avait pu sortir. Aucun n'avait de réponse définitive. Divers scénarios furent évoqués, une fuite interne, un appareil piraté. Le fait était que ce document venait de l'Inner Vault, la section la plus restreinte des archives. Seules 5 personnes y avaient eu accès, dont le prince Harry, avant son départ de la famille royale. Mais ce qui bouleversait le plus Charles, ce n'était pas la fuite. C'était la froideur du message, aucune justification, aucun plaidoyer, un coup porté sans émotion. La dernière ligne de l'email était encore plus glaçante. Vous avez ignoré la vérité trop longtemps. Maintenant, vous devrez l'affronter. Et une fois de plus, pas de signature. Les experts techniques suivirent la piste numérique du fichier et découvrirent qu'il avait été ouvert avec une application de lecture courante sur MacBook. Ce logiciel avait été précédemment utilisé sur un ordinateur portable autrefois entre les mains de l'assistante personnelle de Meghan Markle. Cela dépassait le simple vol de documents. C'était un acte personnel. Une attaque silencieuse mais chirurgicale contre le cœur même de la monarchie. Et pourtant, une question demeurait sans réponse. Que voulait vraiment l'auteur? Il n'y avait aucune demande de rançon, aucune exigence de rétractation publique, aucune revendication de titre, rien de tangible, juste une menace, une démonstration de pouvoir. Souhaitez-vous que je développe une suite ou que je l'adapte en format journalistique avec titre et intertitre?